Le 12 juin 2008, Thomas Mercier disparaît sans laisser de traces, 24 heures après avoir épousé Claire Dubois dans une cérémonie intime à Lyon. Les invités témoignent d'un mariage parfait, d'un couple radieux. Pourtant, le lendemain matin, Claire se réveille seule dans leur suite d'hôtel. Les vêtements de Thomas sont là, son portefeuille aussi, mais lui s'est évaporé. L'enquête piétine pendant 15 ans. Claire vit dans un purgatoire émotionnel, incapable de faire son deuil, incapable d'avancer. Les années passent, transformant cette disparition en une affaire classée, un mystère sans réponse. Puis, en mars 2023, lors de travaux de rénovation dans l'ancien appartement que Thomas occupait avant son mariage, les ouvriers découvrent une enveloppe scellée derrière un radiateur décellé. À l'intérieur, une lettre de 14 pages, datée du 11 juin 2008, la veille du mariage. L'écriture tremblante de Thomas révèle une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Cette lettre, que vous allez entendre aujourd'hui, expose les dernières heures d'un homme piégé dans un cauchemar qu'il a lui-même créé. Chaque mot résonne comme un aveu arraché à la peur, chaque phrase dévoile un mensonge de plus dans une existence construite sur du sable. Ce que Thomas confie dans ces pages explique non seulement sa disparition, mais révèle une réalité si troublante que même les enquêteurs les plus aguerris ont été ébranlés par cette lecture. 11 juin 2008, 23h47. Si quelqu'un lit ces mots, c'est que je ne suis plus là pour les expliquer de vive voix. Demain, je dois épouser Claire, la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et je sais que je ne me présenterai pas à notre avenir ensemble. Non pas parce que je ne l'aime pas Dieu mais témoin que je l'aime plus que ma propre vie mais parce que l'homme qu'elle croit épouser n'existe pas vraiment. Je m'appelle Thomas Mercier, du moins c'est le nom sous lequel Claire me connaît, le nom qui figure sur notre acte de mariage, le nom que j'ai porté pendant 3 ans. Mais ce n'est pas mon véritable nom. Mon vrai nom, celui que je n'ai pas prononcé depuis 2005, est Julien Arnaud. Et Julien Arnaud est recherché pour un crime qu'il n'a pas commis, mais dont il ne pourra jamais se disculper. Je dois tout raconter depuis le début, même si chaque mot que j'écris me brûle la gorge. En 2005, je travaillais comme comptable dans une entreprise pharmaceutique à Toulouse, Laboratoire Ferrand. J'avais 26 ans, une vie simple, prévisible. Mon supérieur direct, Arnaud Ferrand, fils du fondateur, était un homme charmant en public, tyrannique en privé. Pendant des mois, j'ai remarqué des irrégularités dans les comptes, des transferts importants vers des sociétés offshore que je ne parvenais pas à rattacher à aucune activité légitime de l'entreprise. J'ai commis l'erreur de poser des questions. D'abord discrètement, puis plus insistamment quand les montants ont commencé à atteindre des millions d'euros. Arnaud m'a convoqué dans son bureau un soir de novembre. Il m'a proposé de l'argent pour mon silence, beaucoup d'argent. J'ai refusé. Je lui ai dit que j'allais contacter les autorités fiscales. Son visage a changé, une transformation que je n'oublierai jamais, comme si un masque était tombé pour révéler quelque chose de monstrueux dessous. 3 jours plus tard, le 18 novembre 2005, Arnaud Ferrand a été retrouvé mort dans son bureau, une balle dans la tête. L'arme du crime était le revolver de service de son père, ancien militaire. L'enquête a été rapide, terriblement rapide. Des témoins ont affirmé m'avoir vu quitter le bâtiment vers 22h, l'heure estimée du décès. Des traces de ma présence dans le bureau ont été trouvées, mes empreintes digitales sur le coffre où le revolver était rangé, des fibres de mon manteau. Mon ordinateur professionnel contenait des recherches sur les armes à feu et des courriels menaçants envoyés à Arnaud, des courriels que je n'avais jamais écrits. Tout était parfaitement orchestré. En 48 heures, je suis passé du statut de comptable discret à celui de suspect principal dans un meurtre. Les policiers sont venus chez moi avec un mandat d'arrêt. J'étais sous ma douche quand j'ai entendu frapper. Par instinct, par peur panique, j'ai regardé par la fenêtre et vu les véhicules de police. Quelque chose en moi s'est brisé. Au lieu d'ouvrir la porte, j'ai attrapé mes vêtements et je me suis enfui par la sortie de secours. Cette fuite a été la pire erreur de ma vie, mais aussi la seule chose qui m'a permis de survivre. Un innocent ne fuit pas, je le sais. Mais un innocent piégé dans un complot qu'il ne comprend pas, terrorisé par l'idée de passer sa vie en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, un innocent dans cet état ne réfléchit plus rationnellement. J'ai passé les premiers mois à dormir dans des foyers, à travailler au noir dans des restaurants, à éviter toute caméra de surveillance. J'ai découvert qu'il existe un réseau souterrain de gens qui vivent sans identité, des clandestins français dans leur propre pays. C'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fourni de faux papiers. Thomas Mercier est né ainsi, créé à partir d'un véritable acte de naissance d'un enfant décédé à 3 mois en 1982. Avec cette nouvelle identité, j'ai quitté le Sud,
je me suis installé à Lyon, j'ai trouvé un emploi de serveur dans un café. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans la terreur constante d'être reconnu, d'être arrêté, de voir mon visage placardé sur les journaux télévisés. Puis j'ai rencontré Claire, en avril 2007. Elle était entrée dans le café où je travaillais, trempée par une averse soudaine, et son rire en secouant ses cheveux mouillés a illuminé toute la salle. Je suis tombé amoureux instantanément, complètement, d'une façon qui défie toute logique. Nous avons commencé à nous parler, puis à nous voir régulièrement. Pour la première fois depuis ma fuite, je me sentais vivant, humain. Claire voyait en moi quelqu'un de bien, quelqu'un de digne d'amour. Elle ne savait rien de Julien Arnaud, du meurtre, de la fuite. Pour elle, j'étais Thomas, un homme simple avec un passé banal, quelqu'un qui avait grandi à Strasbourg, perdu ses parents dans un accident de voiture, et qui refaisait sa vie loin des souvenirs douloureux. Chaque mensonge que je construisais renforçait la prison dans laquelle je m'enfermais. Mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Comment expliquer à la femme qu'on aime qu'on est un fugitif, accusé de meurtre, vivant sous une fausse identité? Comment lui faire comprendre qu'on est innocent tout en admettant qu'on a fui comme un coupable? Les mois ont passé, notre relation s'est approfondie. Claire a parlé de mariage, d'avenir ensemble, peut-être d'enfants. Chaque conversation sur notre futur me déchirait un peu plus. J'étais prisonnier de mon propre bonheur. Je l'aimais trop pour la quitter, mais pas assez pour lui dire la vérité et risquer de la perdre. Quand elle a proposé que nous nous marions, j'ai dit oui. Dans ma tête, une partie de moi espérait encore qu'un miracle se produirait, que le véritable meurtrier serait découvert, que je pourrais redevenir Julien et avouer tout à Claire, qui me pardonnerait. Mais aucun miracle n'est venu. Les semaines ont défilé jusqu'à aujourd'hui, la veille de notre mariage. Ce soir, j'ai reçu un courrier anonyme à mon appartement. Une simple enveloppe brune contenant des photos de moi prises récemment dans les rues de Lyon, avec Claire. Au dos d'une photo, un message écrit à la main, « Je sais qui tu es, Julien. Demain, pendant la cérémonie, la police sera informée. Profite de ta dernière nuit de liberté. » Mon sang s'est glacé. Quelqu'un m'a retrouvé. Quelqu'un sait. J'ai passé ces dernières heures à réfléchir à toutes les options possibles. Me rendre à la police? Avouer tout à Claire et fuir avec elle? Disparaître seul avant le mariage? Chaque scénario mène à une catastrophe. Si je me rends, je serai probablement condamné. Les preuves contre moi sont accablantes, et ma fuite ne plaide pas en ma faveur. Si je révèle tout à Claire maintenant, je détruis sa vie la veille de ce qui devrait être le plus beau jour de son existence. Si je disparais sans explication, elle souffrira, mais elle pourra peut-être m'oublier avec le temps, refaire sa vie, trouver quelqu'un qui ne lui mentira pas chaque jour. J'ai pensé au suicide, je l'admets. Pendant environ 1 heure ce soir, j'ai tenu dans mes mains un flacon de somnifère en me demandant si c'était la seule façon honorable de sortir de cette impasse. Mais je n'ai pas eu le courage. Ou peut-être ai-je eu le courage inverse, celui de continuer à vivre avec cette culpabilité. Je ne sais plus. Ma tête est un chaos de pensées contradictoires. La vérité que je n'ai jamais dite à personne, c'est que je sais qui a tué Arnaud Ferrand. Ou du moins, je crois le savoir. Quelques semaines avant sa mort, Arnaud avait une liaison avec Sophie Marchand, la femme de son associé principal, Didier Marchand. Je les avais surpris par hasard dans un restaurant à l'extérieur de Toulouse. Didier Marchand était également impliqué dans l'entreprise, il avait accès au même dossier financier, au même coffre. C'était lui qui profitait le plus des détournements de fonds. Si quelqu'un avait un motif pour éliminer Arnaud, c'était bien lui, la trahison conjugale et la crainte que les malversations soient découvertes. Mais je n'ai jamais pu le prouver. Et maintenant que j'ai fui, toute accusation de ma part ressemblerait à une tentative désespérée de détourner les soupçons. Didier Marchand a repris l'entreprise après la mort d'Arnaud. Il est devenu riche, respecté, intouchable. Et moi, je suis devenu un fantôme, un homme sans nom, sans passé, sans futur. Claire mérite tellement mieux que tout cela. Elle mérite un homme qui peut la regarder dans les yeux sans mentir, qui peut lui donner son vrai nom, qui peut lui offrir une vie construite sur la vérité et non sur le sable mouvant de l'imposture. Ce soir, en écrivant ces mots, je réalise que je l'ai déjà perdu. Que je me présente demain au mariage et risque d'être arrêté devant elle et nos invités, ou que je disparaisse sans explication, le résultat est le même, je la blesse irrémédiablement. La seule différence est le degré de cette blessure et la possibilité qu'elle puisse, un jour, guérir. Si je suis arrêté, elle découvrira que toute notre histoire était un mensonge.
Elle devra vivre avec la honte d'avoir épousé un fugitif, un homme accusé de meurtre. Les médias s'empareront de l'affaire, sa vie privée sera exposée, disséquée. Elle ne mérite pas cela. Alors j'ai pris ma décision. Demain matin, avant l'aube, je quitterai Lyon. Je laisserai mes affaires personnelles dans notre suite d'hôtel pour qu'elle pense que je suis sorti momentanément. Je disparaîtrai une seconde fois, mais cette fois en laissant cette lettre derrière moi, cachée dans mon ancien appartement que je garde encore sous bail, cet appartement où nous ne venons jamais. Pourquoi cacher cette lettre plutôt que de la laisser pour Claire immédiatement? Parce que je suis un lâche, sans doute. Parce qu'une partie de moi espère encore qu'elle ne la trouvera jamais, qu'elle pourra simplement me détester comme un homme qui l'a abandonné au pied de l'autel, plutôt que de découvrir toute cette vérité sordide. Mais une autre partie de moi, la partie qu'il aime vraiment, veut qu'un jour la vérité émerge. Que quelqu'un comprenne que je ne suis pas parti parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je l'aimais trop pour la condamner à partager ma vie de fugitif. Si les autorités lisent cette lettre, sachez que Didier Marchand doit être réinterrogé. Examinez ses comptes bancaires de novembre 2005, ses déplacements la nuit du meurtre, sa relation avec Sophie. Les réponses sont là, j'en suis certain. Mais je sais aussi que mes mots n'ont aucun poids, que cette lettre ne sera probablement considérée que comme les divagations d'un homme coupable tentant de se disculper même dans sa fuite. À Claire, si tu lis ceci un jour, je suis profondément désolé. Chaque moment passé avec toi a été authentique, même si mon nom ne l'était pas. Mon amour pour toi est la seule chose vraie dans toute cette imposture. Je sais que tu ne pourras jamais me pardonner, et je ne te demande pas de le faire. Je te demande seulement de croire que l'homme que tu as aimé, Thomas, était la meilleure version de Julien, la version de moi que je voulais être avant que tout ne s'effondre. Tu m'as redonné espoir pendant ces 3 années. Tu m'as fait sentir humain alors que je vivais comme un fantôme. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, où que je sois, quelle que soit l'identité sous laquelle je vivrai désormais. Je ne sais pas où j'irai après-demain. Peut-être dans un autre pays, peut-être dans une autre région de France, sous un 3e nom. Peut-être que cette fois je cesserai de fuir et que je me rendrai finalement à la police. Ce soir, assis à cette table, écrivant ces mots à la lueur d'une lampe tremblante, je ne sais plus qui je suis vraiment. Suis-je Julien Arnaud, le comptable innocent transformé en fugitif? Suis-je Thomas Mercier, l'homme qui a aimé Claire de tout son cœur brisé? Ou suis-je simplement un lâche qui a pris la fuite 2 fois, incapable d'affronter les conséquences de ses choix? Dans quelques heures, le soleil se lèvera sur le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie. Claire se réveillera dans notre suite, pleine d'anticipation, ne sachant pas encore qu'elle passera ce jour dans l'angoisse et la confusion. Cette pensée me déchire, mais l'alternative la voir menottée à mes côtés, son nom traîné dans la boue médiatique, sa vie détruite par association est insupportable. Je choisis de porter seul ce fardeau, même si cela signifie qu'elle me haïra pour le reste de ses jours. Il est maintenant 1h du matin. Dans 5 heures, je partirai. Je scelle cette lettre et je la cache derrière le radiateur de ce vieil appartement que je vais abandonner, avec l'espoir qu'elle ne sera jamais découverte, ou qu'elle le sera seulement quand il sera trop tard pour que cela change quoi que ce soit. Je suis épuisé, vidé de toute énergie, mais je ne peux pas dormir. Comment dormir quand on sait qu'on s'apprête à briser le cœur de la personne qu'on aime le plus au monde? Si quelqu'un lit ces mots, sachez qu'ils sont l'adieu d'un homme qui n'a jamais voulu faire de mal à personne, mais qui a découvert trop tard qu'on ne peut pas construire le bonheur sur des mensonges. Le mensonge finit toujours par tout dévorer, comme un feu qui se nourrit de l'oxygène jusqu'à consumer tout l'espace. Je laisse derrière moi une femme que j'aime et une vie que j'aurais voulu vivre. Je pars vers l'inconnu, portant le poids d'un crime que je n'ai pas commis et la culpabilité d'un amour que j'ai trahi. Pardonne-moi, Claire. Pardonne-moi, même si tu ne le sauras peut-être jamais. Julien Arnaud, Thomas Mercier. 12 juin 2008, 1h23.